Est-il possible, laissant de côté les cas individuels, de mesurer l'ampleur du drame? Aucune enquête sérieuse ne permet de répondre à la question. Et 10 ans après la fin de la guerre, nous restons dans le même état d'ignorance. En particulier, aucun sondage d'opinion n'a, à ma connaissance, été publié sur ce sujet. Force est alors de se rabattre sur la seule enquête qui avait été effectuée et qui n'a touché qu'un milieu très restreint et déjà politisé. Je veux dire l'enquête menée à partir de novembre 1960 par La Vie catholique, revue populaire à grand tirage, orientée discrètement à gauche parmi ses lecteurs de retour d'Algérie. Le dépouillement porta sur 607 réponses. Toutes les armes et à peu près tous les services et tous les grades étaient représentés. Les réponses venaient de tous les milieux sociaux, de tous les horizons politiques. Mais sans que ceci ait été pondéré, et malgré tout, La Vie catholique ne touche qu'un milieu assez particulier. Dans le questionnaire, il était demandé, entre autres, quel était leur pire souvenir. 126 répondirent en évoquant la dureté de la guerre en tant que telle. 87, une scène de torture apprise, connue, vue et dans quelques cas pratiquée. 45, les excès accomplis par les Français. 120, la mort des camarades. 104 préférèrent ne pas répondre. 6 hommes seulement mentionnèrent une blessure personnelle. Et 5, le séjour en Algérie. Enfin, un nombre exactement semblable de jeunes gens, 164, estimaient que la guerre d'Algérie était soit légitime, soit illégitime. Cela suffit à montrer que, pour la majorité de ce public, la guerre d'Algérie avait été vécue assez passivement, ce qui ne veut pas dire sans secousse intérieure. À la question « Pensez-vous encore souvent à l'Algérie ?», 476 jeunes gens répondirent qu'ils y pensaient beaucoup. Tous les jours. C'est une obsession. Surtout la nuit. 115 dirent un peu. 11, pas du tout. Que pensent-ils aujourd'hui où ils ne sont plus des jeunes gens? L'Algérie est-elle oubliée ou, comme avait tenté de le montrer en 1963 l'admirable film d'Alain Resnais, Muriel, refoulée? L'enquête vaudrait d'être menée, qu'il s'agisse de mesurer ce que la criminalité contemporaine doit à la guerre d'Algérie ou d'étudier ce qui, dans l'expérience de la génération du Djebel, a été transmis à la génération de mai 68. Quoi qu'il en soit, à l'époque même, deux minorités se sont dégagées. L'une collabora de plus ou moins bon cœur aux tâches qui lui étaient suggérées ou imposées, et devait pour une part, mais pour une part seulement, se retrouver en 61-62 au sein de l'OAS. Une autre minorité, beaucoup plus réduite encore, à ce qu'il semble, opposa, sur place, une résistance passive ou active. Cette forme de résistance conduisit en prison un certain nombre de jeunes officiers ou soldats, issus généralement de milieux cultivés et souvent catholiques, tels Jean Lemeur, professeur de lycée et officier de réserve, qui écrivait le 1er septembre 1958 « Même si on est planqué, si on est dans un bureau, dans la transmission ou aux subsistances, on est un organe de la machine répressive, solidaire de tout l'organisme et responsable. » La morale kantienne, la morale chrétienne, l'internationalisme prolétarien et même le patriotisme pouvaient les uns et les autres mener à ce comportement. Il fut rare. Le cas de Noël Favrelière, sergent parachutiste, ni catholique ni communiste, qui le 19 août 1956 déserta en compagnie d'un prisonnier pour ne pas se rendre complice d'assassinat,
et à sa date unique. Rentré en France, un certain nombre de jeunes soldats, et surtout ceux moins jeunes, qui avaient bénéficié d'un sursis pour études et qui avaient été rappelés par le gouvernement Faure et Mollet, alors qu'ils étaient déjà intégrés dans la vie civile, rentrèrent en France décidés à demander des comptes. Quelques-uns de ceux qui avaient la possibilité de s'exprimer publièrent des témoignages en 1957 et dans les années suivantes. On devait en retrouver un certain nombre dans les organisations de lutte contre la guerre d'Algérie, voire dans les troupes clandestins, qui à partir de 1958 organisèrent la désertion et l'insoumission, ou l'aide au FLN. Leur action ne fut certes pas étrangère à la campagne en faveur de l'insoumission et de la désertion qui connut dans le public un retentissement considérable, surtout en 1960. Le manifeste dit des 121 sur le droit à l'insoumission est du 5 septembre 1960. Le résultat concret fut cependant modeste, car si beaucoup de déserteurs ou d'insoumis invoquèrent la torture comme motif de leur comportement, il n'y eut pas plus de quelques centaines d'hommes à agir de la sorte. Le poids du papier consacré à traiter de ces problèmes dépassa de beaucoup celui des hommes. Constater ce fait est une invitation à se demander, 10 ans après la fin de la guerre, quelle que fut la portée réelle de la campagne contre les tortures, et par-delà cette première question à poser celle-ci qui est plus fondamentale. Dans quelle mesure la société française, dans sa masse, a-t-elle accepté la torture ? L'auteur d'une étude historique très récente sur la société française contemporaine a en effet porté ce jugement qu'il convient de méditer. Aucune de ces révélations, sur l'emploi systématique de la torture, ne soulève d'émotions véritables. Le gouvernement et l'opinion connaissent la vérité, mais ils s'y habituent, comme à une fatalité. Pour modifier les pratiques policières, il faudrait dominer l'appareil administratif, ce que ne peuvent ni un pouvoir affaibli, ni une société résignée. Le poids de l'État est devenu tellement fort que le recul des libertés traditionnelles est accepté sans résistance. Une esquisse d'une histoire de cette campagne doit aussi être tentée. Il s'agit en apparence d'un mouvement d'une ampleur considérable. Modeste sans doute en 1955 et surtout en 1956, l'année du grand silence et du national-mollettisme, il noircit beaucoup de pages, surtout à partir de 1957. Le dossier Jean Muller paraît en février, contre la torture de P.H. Simon en mars. Tous les journaux qui allaient au centre-gauche, du centre-gauche à l'extrême-gauche, du Monde à l'Humanité, en passant par l'Express, Témoignages chrétiens, France Observateur et le Canard enchaîné, à l'exception au moins jusqu'en 60 des journaux contrôlés par le Parti socialiste, prirent part à cette campagne. Les révélations furent certes fractionnées, mais dans l'ensemble, on est tenté de dire que, jusqu'à la guerre américaine au Vietnam, il est sans exemple qu'un pays responsable de pareilles horreurs ait laissé se publier une telle quantité d'informations mettant aussi directement en cause la politique de ses dirigeants. Cela différencie évidemment le totalitarisme rampant qu'a connu la France sous le régime de Guy Mollet et de ses successeurs du totalitarisme nazi ou stalinien. À y regarder de près, les choses furent cependant plus complexes, et l'analyse porte moins à l'optimisme. D'une façon générale, ce ne sont pas les forces organisées qui luttèrent avec le plus d'ardeur. Les églises, par exemple, se bornèrent le plus souvent à des déclarations de principe qui ne les engageaient guère. Le rôle essentiel fut joué par des individus marginaux et par des groupuscules. Le témoignage le plus célèbre, celui d'Henri Alleg, La Question, fut publié non par la maison d'édition du Parti communiste français, mais par les éditions de Minuit. Né, il est vrai, dans la clandestinité, mais qui s'était spécialisé depuis dans une production à caractère artisanal, dans une littérature aussi détachée que possible de la vie politique.
Ce fut l'article d'un journaliste de droite, André Frossard, publié le 11 novembre 1957 dans un journal de droite, l'Aurore, qui attira l'attention, 3 semaines après sa sortie, sur une brochure de Georges Arnaud et Jacques Vergès, dont personne encore n'avait parlé. Ce fut Le Monde, quotidien beaucoup moins important par son tirage que Le Figaro, François ou Le Parisien libéré, qui prit l'initiative de publier les documents officiels les plus importants, comme le rapport de la commission de sauvegarde du 14 décembre 1957 ou celui de la Croix-Rouge du 5 janvier 1960. L'action des partis fut à tout égard moins importante. Certains, comme le Parti socialiste et le Parti radical, étaient si profondément engagés dans la répression qu'il fallut des scissions pour que ceux de leurs militants qui étaient absolument hostiles à la torture puissent s'exprimer en toute liberté. Député socialiste de Paris, élu président de la Ligue des droits de l'homme, Daniel Mayer dut, au printemps de 1958, abandonner son siège parlementaire parce qu'il estimait que discipline de groupe et défense des droits de l'homme étaient incompatibles. Le Parti communiste vota le 12 mars 1956 les pouvoirs spéciaux du gouvernement Guy Mollet. En dépit de ce vote, il fut certainement la force politique classique à mener avec le plus de conséquences la lutte contre la guerre d'Algérie, dont la torture était pour lui un aspect du reste non fondamental, mais cette action était triplement ambiguë. Le Parti communiste français hésita longtemps à rompre sur l'affaire algérienne avec le Parti socialiste, en compagnie duquel il rêvait de reconstituer un front populaire. Tels ses dirigeants se demandaient un jour quelles seraient les conséquences de l'affaire Odin sur le plan des rapports avec le SFIO. Robert Lacoste ne risque-t-il pas de redevenir un jour un camarade? Le Parti communiste français était d'autre part avait manifesté sa solidarité la plus totale avec le stalinisme ancien et nouveau. La répression contre l'insurrection hongroise en novembre 1956 fit voler en éclats le comité d'action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord. Enfin, le Parti communiste français supportait difficilement de voir de petits groupes, tels le comité Maurice Audin, mener une campagne qu'il ne pouvait contrôler à la façon dont il contrôlait par exemple les activités du mouvement de la paix. L'action des individus et des groupuscules, pour employer un jargon postérieur, fut donc essentielle. Il en fut ainsi par exemple du geste de René Capitan, suspendant son cours à la faculté de droit de Paris après l'annonce, du 24 mars 1957, du suicide entre guillemets de son ancien élève Ali Boumengel, de l'activité des mathématiciens imposant le 2 décembre 1957 à la faculté des sciences de Paris la soutenance in absentia de la thèse de Maurice Audin, disparue le 21 juin. Né de ce que Laurent Schwartz appelait avec un peu d'optimisme la révolte de l'université, le comité Maurice Audin, formé surtout de collègues du disparu, souvent épaulés par la Ligue des droits de l'homme, entièrement indépendant des partis, bien qu'il accueillît nombre de leurs militants, y compris des intellectuels communistes en difficulté avec leur parti, devint vite un centre autonome de protestation contre la torture. Agissant à la fois comme centre d'information et à l'égard de ses adhérents, quelques milliers d'enseignants, et comme groupe de pression vis-à-vis des pouvoirs publics et de la presse. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.